que je te propose, là, c'est qu'on ne continue pas la chronologie qu'on avait commencée, on y reviendra après. On parle peut-être plus de différentes facettes de fond de ton travail. D'accord. Hein, de la façon dont tu sens les choses, dont tu les vois, etc. D'accord. Moi, la première question que... C'est enregistré. Mais oui, c'est enregistré. La première question que je me posais, c'est pour toi la différence entre l'acte de dessiner et le dessin comme résultat. Et d'abord, qu'est-ce qui est le plus important pour toi et comment tu vois le rapport entre les deux? L'acte de dessiner et le dessin lui-même, c'est-à-dire le dessin lui-même... Le résultat. Les traits sur le papier. Oui. L'acte de dessiner est un engagement, une décision, parfois une improvisation complète lorsque le thème n'est pas là, et que le désir est d'exprimer en débutant par des traits, par un ensemble, il faut un début. Donc le premier trait est parfois, et même très souvent, déterminant. Il va déterminer ce que je vais faire après. Le premier trait est absolument déterminant. Le sujet se développe, bien souvent, disons à 50%, je n'ai même pas beaucoup les chiffres là-dessus, je n'ai pas le thème. Mais il naît au fur et à mesure que je dessine. Et l'enthousiasme vient à ce moment-là, lorsque la forme naît, le personnage, puisque moi je ne fais pratiquement que des personnages, que le personnage prend forme et là est dans une expression que je lui donne en accentuant une épaule, une hanche, une sorte d'exaspération du mouvement lui-même. Il ne faut pas dire déformation, ce n'est pas une déformation, c'est une exaspération du mouvement. Le dessin lui-même, eh bien souvent, alors que je suis en train de faire le dessin, je me rends bien compte qu'il faut que je m'arrête là. Ça suffit. Ça suffit, il ne faut pas aller plus loin. Sinon, je vais gâcher, je vais inutilement encombrer l'espace et puis ne pas être content. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive aussi de détruire le dessin, de l'écarter et bien souvent de le détruire. Je ne garde que les dessins qui ont quelque chose que je n'ai pas, sur lequel je n'ai pas abouti. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir le sentiment qu'en faisant un dessin, il y avait un stade où tu approchais de l'équilibre et que malheureusement tu avais continué et gâché la chose? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé, mais je dois dire que lorsque je suis dans un moment pas de possession, c'est un mot peut-être un peu excessif, mais de grâce. De grâce, parce que c'est véritablement un moment de grâce, il est rare que je rate quelque chose. Mon trait est décidé, même quand c'est une improvisation, je ne sais pas par où je vais, mais au fur et à mesure que je trace, j'ai l'impression que dans le millième de seconde avant, lorsque mon trait se répand, j'ai l'impression que ma main sait où elle va et le pastel sait ce qu'il va faire. C'est le corps qui dessine, c'est pas toi qui projette quelque chose pour le tracer. C'est le corps et l'instant qui décide. L'instant. Tout est instantané. C'est une improvisation. De même, lorsque les calligraphes, qu'ils soient chinois ou japonais, pour moi j'ai vu des calligraphes japonais improviser, eh bien ils étaient d'abord dans une concentration. Ils ne peuvent pas savoir comment va s'écraser le pinceau sur le papier. Mais en sortant le pinceau de son réceptacle, du réceptacle où l'encre est, et qu'il se pose sur le papier, c'est à ce moment-là que tout se passe. Cela naît avec la tâche, pour moi, avec le trait. Il faut que j'aie le contact avec le papier. Je ne vois pas la chose avant. Je comprends. Est-ce que tu as vu
travaillé Fabienne Verdier. Oui, je l'ai vu. C'est- Alors elle, c'est autre chose. C'est un peu ça aussi, oui, parce qu'elle a une machinerie. Oui, Hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est une machinerie. c'est- Mais elle a adapté à son travail, pour son travail, comment dire, tout ce qui est le classique de la calligraphie. Elle l'a adapté, oui, oui, mécaniquement. Oui, Avec parce une- que le ballon de Oui. son gigantesque pinceau, etc., Oui, oui. c'est quelque chose qu'elle maîtrise physiquement. Oui. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que ça me donne l'impression de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au moment où elle va le saisir, Oui. tout y est. Oui, je pense que, mais quand même, ce qui est pour elle différent, c'est que la surface est gigantesque. Donc il y a quand même une idée de ce que l'on va faire, parce qu'il y a tout cet appareillage qu'il faut manipuler. Il faut se placer debout, elle est debout sur le... ou même en surplomb. Parce que quand elle doit faire un rond parfait, il est impensable que les pieds touchent le tableau. Donc je pense, j'ai eu un documentaire avec elle quelque part, et j'avais été très impressionné. Il faudrait que je le retrouve, parce que c'est très intéressant. Moi, je suis loin de ça, mais je comprends parfaitement. Et ça rejoint aussi le conte dont tu me parlais la dernière fois, du calligraphe et de l'empereur, Oui. Ah oui, avec le point, puisque là, c'est le summum de la concentration, oui, et que tout y est au moment où il y a ce contact. oui. Je ne sais pas si j'ai rapporté les mots exacts, mais le fond de l'histoire est celui-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps qui décide, disons, de la qualité d'une œuvre, mais c'est la possession, c'est ce dont on se sent le dépositaire. Cette instantanéité de la réalisation de quelque chose, puisque Oui. tu dis tout est instantané Oui, au moment de la réalisation, oui, elle a quand même ses racines dans le temps, elle puise dans des tas de choses. oui. C'est un phénomène fascinant, étrange, de se dire au fond qu'est-ce qui aboutit à cet instant Oui. où la chose se crée, la chose Oui. se fait, mais il y a toute une histoire derrière. Oui, moi je m'étonne. Les dessins que je fais m'étonnent au fur et à mesure que je les construis. Je m'étonne et quelquefois même je suis emballé par ce que ma main est en train de faire. Je sais que tout cela répond à de la raison, à de la réflexion, enfin de la réflexion immédiate. Hein, c'est absolument fulgurant. Et le fait que ça soit fulgurant, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, dans l'art du trait, que j'ai suivi depuis toujours, j'ai peaufiné cette instantanéité, j'ai fini par la connaître et savoir si si je suis dans un bon jour ou pas. Ça dépend comment je me sens physiquement, comment psychiquement aussi, comment mentalement, disons, j'aborde le papier. Il y a des jours où le papier me parle d'une certaine façon. Le toucher est absolument... le toucher et la vue. Puis le format. Le format est déterminant aussi parce que je sais que lorsqu'on regarde le centre d'une grande feuille de papier, on en voit les bords. On ne voit pas les bords distinctement, mais on sait, on jauge un peu la surface sur laquelle on va se répandre. Parle-moi un peu du papier, justement. Pardon? Parle-moi du papier. Ah, le papier, c'est une grande histoire. C'est une belle histoire parce que je suis un amoureux des papiers. Vraiment un amoureux du papier. Je connais le papier, je sais que le papier est une matière tellement fragile. Elle a une surface qu'il faut respecter, il faut avoir vraiment du respect pour le papier, parce que c'est une matière noble. Quel que soit le papier, qu'il soit de fabrication soit avec du papier, soit avec des chiffons, soit avec du bois, ça dépend quelle est la composition chimique de certains papiers. Il y a de grands papiers, des papiers de grande noblesse, et puis il y a d'autres papiers. Il y a des papiers à grains, il y a des papiers qui sont un peu plus rustiques, mais qui sont merveilleux parce qu'ils donnent... et j'ai même un ami que j'ai été voir hier qui lui peint
sur des morceaux d'affiches qu'il a déchirés. Tous les papiers, on ne peut être qu'amoureux du papier lorsqu'on est un dessinateur. C'est sensuel. Ah, c'est sensuel. C'est sensuel d'ailleurs. Je peux faire une confidence, c'est que, parlant avec mon psychanalyste, du fait, je décrivais mon atelier, je décrivais tous les tiroirs qui étaient bourrés de papier, et qui attendaient que je les saisisse pour les travailler dessus, et que pendant des mois, j'ai eu un drame dans ma vie qui m'a bloqué, mais à un moment, il fallait que je réagisse. Donc j'ai réagi en travaillant, en créant des sujets très particuliers. Mais après, lorsque le temps m'a aussi saisi avec l'âge, je n'avais plus les relations amoureuses que j'avais avant. Les relations amoureuses étaient très importantes parce que c'était de la sensualité, c'était le contact avec la peau de l'autre, la caresse, qu'est-ce que c'est sinon ressentir, sentir la délicatesse, la sensualité de la peau. Et je fais le rapport immédiat avec le papier. Le papier, c'est la même chose. En le touchant, déjà quand on est chez un marchand ou même chez soi, mais chez soi, je sais, pour l'avoir sélectionné, je sais ce que le papier va faire, va pouvoir me donner. Et quelquefois, je m'excuse devant le papier pour ne pas avoir été à la hauteur de sa surface et de son grain. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ayant eu beaucoup moins même, et même plus du tout, de relations amoureuses, mes dessins en ont pâti. Parce que je n'avais plus la sensualité, la création de formes. Je pouvais imaginer l'ami, la compagne, en la dessinant et même quelquefois en l'idéalisant, sans que je ne retienne les traits de son visage ou de son corps. Mais je prenais appui sur ce que le contact amoureux pouvait me créer pour faire naître des formes amples bien souvent, parce que je trouve que la courbe est bien plus jolie que la ligne droite, et donc je magnifiais un peu les corps, peut-être d'une façon un peu masculine, en idéalisant des rondeurs que les hommes aiment bien. Mais moi j'aime bien parce que aussi quand j'allais dans les cours d'anatomie, les cours de dessin de nu, j'aimais beaucoup, j'ai pris à ce moment-là contact avec la nudité d'un corps, la totalité d'un corps, et non pas habillé, mais nu. Là, il se livre, il prend des poses, et toutes les références aux peintures anciennes, aux peintures, les grandes peintures, l'art, ce qu'il a apporté de troublant lorsqu'on découvre des tableaux en direct, pas seulement en reproduction, mais en direct dans les grands musées de ce monde. Eh bien, on reste un moment à contempler ça, comment ça a été possible, les sculptures aussi, les Rodin, les autres. J'ai jamais aimé Botero, par exemple, qui lui amplifiait à l'excès des formes qui étaient... Amplifié et systématisé quand même. C'était un système chez lui. Et à la fin, c'était un peu une industrie, parce qu'il ne marchait qu'avec ça. Par contre, j'ai quand même aimé certaines de ses sculptures, qui étaient impressionnantes. Je les ai vues sur les Champs-Élysées, elles étaient exposées là. J'en ai vu une aussi qui est sur la place de Forte dei Marmi, là où tous les sculpteurs vont pour sculpter le marbre de Carrare. Mais donc, je m'en plaignais auprès de mon analyste et lui disais, mais je regrette de ne plus avoir le contact du toucher d'un bras, d'un genou, d'un avant-bras, d'une épaule. J'aimais beaucoup ce contact, cette délicatesse sensuelle. Et lui m'a répondu, pourquoi ne caressez-vous pas vos papiers? J'étais bouleversé par cette réponse, par
cette recommandation, ou du moins ce constat qu'il faisait de ce plus rien, et il me proposait d'avoir un plein, de faire le plein à nouveau avec des papiers, avec mes papiers. Et j'ai transposé cela, bien sûr, avec mes papiers. Et je les considère encore beaucoup plus... ils sont pas plus humains, ils sont inertes, mais ils sont mes alliés, ils sont mon trésor. Ils sont chaleureux. Ah oui, c'est chaleureux un papier, c'est merveille. Je n'aime pas froisser un papier, ouh là là. Je préfère le déchirer que le froisser. Et le rapport entre le papier et la lumière? Il y a quelques années, me rendant à Milan, j'étais à côté je me suis trouvé placé à côté d'un grand peintre espagnol qui s'appelait Ortega, et dont j'avais utilisé les tableaux pour une pochette de disque de Paco Ibáñez, à la demande de son agent, de son conseil artistique qui s'appelait Moshe Naïm. Et nous allions à Milan, tous les deux. Et nous parlions de nos métiers respectifs. À ce moment-là, j'étais directeur artistique, même maquettiste, n'était pas encore directeur artistique. Et lui, il s'est mis à me parler de pourquoi Milan était aimé des peintres. Et il me dit, mais c'est parce qu'il y a toujours un ciel uniforme et que c'était une lumière parfaite pour les peintres. Je n'avais jamais pensé à cela. Et cela m'a rappelé aussi le fait que la plupart des ateliers sont orientés au nord. Pourquoi? Parce que le soleil casse tout. Le soleil, dans un atelier, casse tout. Il projette trop de lumière. Or, une lumière égale du matin au soir est parfaite. J'adore les jours gris, parce que la lumière est étale. Mon papier a une texture qui est complètement différente. Et un toucher aussi extraordinaire. Donc, je ressens mieux la lumière, bien sûr, mais qui soit étale, qui soit même pas tamisée, non, pas du tout, mais ces ciels gris de Paris me vont très bien. Je travaille très bien pendant les journées où il fait pas très beau. J'aime beaucoup ça. La lumière, c'est ça. C'est la possibilité ensuite d'avoir d'abord un papier qui, de droite à gauche, et dans l'atelier aussi, il y a la même lumière, mais que sur mon papier, de gauche à droite et de haut en bas, la lumière soit la même. Pour que moi, je puisse, avec mes pastels, ensuite, donner des variations, amener des ombres, qui sont mes ombres que je décide. C'est ça le rapport à la lumière. Je n'aime pas la lumière trop vive. Lorsque je suis en voiture, je dois porter forcément des lunettes de soleil, parce que sinon la lumière m'éblouit, peut-être parce que j'ai les yeux bleus. On dit que les gens qui ont les yeux bleus redoutent davantage les fortes différences de lumière, d'éclat. Et donc je porte des lumières qui sont polarisantes et qui me rétablissent l'équilibre des lumières. Et on peut aller jusqu'à la pénombre, comme ça, voir l'ombre, voir l'obscurité. Mais absolument, absolument. Et c'est pour cela d'ailleurs que, très jeune, ayant découvert le livre de Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre, j'étais absolument foudroyé par ces réflexions, par la comparaison qu'il faisait entre ce monde extrême-oriental et ce monde occidental, où nous pourchassons l'ombre, littéralement, partout, dans l'appartement. Je pense peut-être en avoir parlé l'autre fois dans nos conversations, mais pour revenir à l'éloge de l'ombre, j'ai découvert là tout un univers qui était l'entre-deux, tout ce que l'ombre pouvait apporter de vie. Et il citait pour cela, il dit, mais chez vous, les fenêtres sont au ras des murs, vous peignez vos pièces en blanc, vous voulez que la lumière entre à flot chez vous. Moi, je me souviens d'ailleurs qu'avant, devant les fenêtres, il y avait des rideaux ajourés, comme ça, qui étaient brodés, pour justement tamiser la lumière, pour que la lumière n'inonde pas l'appartement, pour qu'il y ait toujours une lumière douce. Et
Eh bien, dans l'éloge de l'ombre, lui disait que par exemple, vous, bon ben voilà, illuminez, éblouissez pratiquement vos pièces parce que vous voulez la lumière. Or chez nous, il y a des auvents dans les maisons et il y a pour faire une part d'ombre dans la maison. Et il dit que les objets et surtout un tokonoma ou bien une sculpture en or a beaucoup plus de poids et de mystère dans l'ombre, parce que l'ombre caresse l'or et lui donne justement tout ce mystère dont il a besoin. Parce que, je me rappelle l'avoir dit la dernière fois, l'ombre, l'or en pleine lumière est jaune. Il n'a aucun mystère. Il est, bien sûr, il est étincelant, mais il n'a pas de mystère. Or, lorsque l'on voit une surface d'ombre, une surface d'or dans l'ombre, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est pas aussi que, justement, dans cette ombre, dans cette douceur, qui sollicite le regard Oui. de celui qui voit, Oui. Ça donne cette part de mystère qui l'amène à projeter les choses qu'il a en lui et qui va voir, alors que sur quelque chose qui est ébloui, Blanc, saturé, oui. il n'y a pas de place à l'ambiguïté, c'est factuel, c'est Oui, sec, tout à fait. et il se retrouve à l'extérieur. Tout à fait. Ce sentiment pour l'observateur de pouvoir participer à ce qui est vu. Oui. Oui, parce que c'est l'ombre qui donne la vie, c'est l'ombre qui sculpte la chose, l'objet, c'est l'ombre qui donne la vie. D'ailleurs, dans l'opéra de Strauss, La femme sans ombre, la femme du prince qui ne peut lui donner d'enfant est maudite par une sorcière qui la prive de son ombre. Et donc elle est un non-humain à ce moment-là. Elle n'est plus humaine puisqu'elle n'a plus d'ombre. Et donc, on sent bien que dans cet opéra, est-ce que Strauss a pensé à cette métaphore, disons, japonaise, pour construire son opéra sur justement cette femme sans ombre. Or, c'est vrai que à ce moment-là, elle n'avait une non-existence. L'ombre apporte une existence à l'objet. Oui, il y a un autre mythe aussi qui est très fort, qui est Peter Schlemihl, de Chamisso. Adalbert von Chamisso, tu as pas lu Peter Schlemihl? C'est faux, d'une certaine façon. C'est l'histoire d'un personnage, Peter Schlemihl, qui est un petit bonhomme